Alors Maëlys, donc nous vous recevons pour Tangente vers l'Est, publié chez Vertical. Très rapidement, donc votre premier roman c'était en 2000 avec Je marche sous un ciel de traîne. Il y a eu ensuite La vie voyageuse, je fais très rapidement, La vie voyageuse, Ni fleur ni couronne en 2006, Corniche Kennedy en 2008. La naissance d'un pont, votre précédent roman a reçu le prix Médicis en 2010. Et vous participez à la revue Inculte. Vous êtes une inculte, donc comme on dit, je crois que c'est comme ça. Totalement. Voilà. Donc, Tangente vers l'Est, je résume très rapidement. C'est l'histoire d'Alyosha, un conscrit qui prend le transsibérien pour aller faire l'armée. Au fur et à mesure du voyage, il se rend compte de ce qu'il attend là-bas, au bout de la ligne. Et une rencontre avec une Française qui, elle aussi, tente de fuir quelqu'un ou quelque chose, décide de son sort. Et à mesure que les arrêts se rapprochent, le suspense augmente, il est intolérable, à la fois pour le lecteur, mais aussi pour les deux protagonistes. C'est un texte qui fait suite à votre voyage dans le Transsibérien de juillet 2010, que vous avez accompli avec d'autres écrivains, de même que Dominique Fernandez et Daniel Salnave, qui publient également un texte là en ce janvier. Il y a quelque chose d'un travail sur la linéarité et la transformation dans ce texte court, mais très intense. Vous avez une unité de lieu, de temps, d'espace, et il n'y a absolument, vous ne vous appuyez pas sur la psychologie, ni sur le lyrique, ni sur l'introspection, ni vraiment sur le flashback, et pourtant, l'espace est très restrictif, et pourtant il y a une espèce d'ampleur incroyable, de suspense vraiment qui enfle. Quelles ont été vos ressources d'écrivain pour fabriquer un livre aussi énorme? Énorme, mais assez bref. D'ailleurs, la brièveté du texte est liée à son histoire. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'occasion de partir en Sibérie, donc en juin 2010, dans le cadre des Années croisées France-Russie, avec tous ces auteurs, moi je suis partie avec 3 ou 4 autres, dont Mathias Sénard, Sylvie Germain, Olivier Rollin, avec une commande de France Culture pour 2h30 de temps radiophonique. Donc ça a déjà impliqué un format. Et cela semble peut-être bizarre de commencer par ça, mais d'abord un livre, c'est quand même d'abord un format. C'est-à-dire c'est d'abord une durée. Ça me fait penser à un critique de cinéma, Serge Danet, qui disait « Le cinéma est l'invention d'une durée, mais la littérature, c'est aussi l'invention d'une durée. » D'abord une durée de lecture. Donc, ce livre, c'est un format, c'est 100 feuillets à peine, et c'est lié à la commande initiale, à cette contrainte. Et c'est vrai que comment on potentialise une contrainte, comment on fait que la contrainte va intégrer un propre processus d'écriture, c'est-à-dire comment elle va amener l'écriture à se déployer. Ça m'a intéressée. Donc, moi, j'ai pas du tout eu envie de faire une fiction. De faire un documentaire, c'est-à-dire un carnet de bord ou un carnet de voyage, parce que je connaissais très mal la Russie, c'était la première fois que j'y allais. Mais quand même, dans ce voyage, qui était quand même un voyage assez officiel et assez cadré, je pense que ce texte que j'avais à faire m'a sauvée, en fait. C'est-à-dire que ça a été pour moi la façon d'orienter ce voyage en voyage un peu de travail, en fait. C'est-à-dire je savais quand même qu'il faudrait écrire quelque chose, et assez vite, voilà, j'ai eu envie d'une fiction, parce qu'il y avait cette espèce de friction spatiale, on va dire, c'est-à-dire entre cette espèce cet espace du train, qui est quand même un espace complètement compartimenté, confiné, exigu, surpeuplé, bruyant, et très quand même, je dirais, assez dense, et en même temps cette Sibérie qu'on traversait, qui était exactement un espace inverse, c'est-à-dire qui était aussi muet que muet, évidemment on était dans le train, mais quand même quand on voyait, on avait quand même l'impression de grandes étendues illimitées, qui étaient voilà, aussi muette que l'intérieur du train était bruyant, aussi étendu et vaste et libéré et dilaté que nous étions quand même dans un espace assez confiné. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et ce qui était aussi intéressant, c'était le fait que ce train draine toute une population très hétérogène qui se répartissent dans les 3 classes du train, dont le conscrit. Et en fait, moi, ce que j'ai fait dans ce texte, c'est que j'ai essayé de faire vraiment un exercice d'intensité et de densité, c'est-à-dire m'occuper uniquement des espaces
et voilà, d'espace-temps, de ce à quoi j'avais affaire et de ce que je pouvais, j'allais dire, concrètement saisir. Le train, le temps, c'est-à-dire le fait que le temps se désagrège parce qu'on remonte complètement voilà, les fuseaux horaires, hein, on part vers l'Orient, donc en fait quand il est, je crois quand il est, je vais dire des bêtises, hein, mais 20h à Moscou, il doit être 15h à Krasnoïarsk et peut-être 10h à Vladivostok, donc vous voyez, on passe son temps à remonter la ligne et finalement les heures s'effacent. Et ça c'est intéressant de voir comment la littérature peut se saisir de ça. Alors s'il n'y a pas de psychologie, c'est parce que cette rencontre, elle s'opère entre des gens qui n'ont pas de langue commune, et donc ils ne vont pas pouvoir voilà, se raconter. Ils ont rien en commun. Elle parle pas russe, lui parle pas français, c'est un jeune conscrit qui veut fuir. Ils sont tous les deux unis par cette espèce d'injonction de fuite. C'est un moment très, très organique, le moment où ils se rencontrent. Ils se reconnaissent tout de suite parce qu'ils comprennent tous les deux qu'ils ont envie de fuir la Sibérie. Lui, le train, et elle, un territoire et un homme peut-être. Et en fait, voilà, ces fuites vont se souder, se potentialiser, se torsader, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas ça s'accélère et de fait c'est une relation qui n'a pas de nom. Et quand il n'y a pas la parole, mécaniquement ça fait remonter un peu quand même tout ce qui touche au corps, enfin, c'est-à-dire que toutes les émotions voilà, physiologiques, elles ont leur traduction corporelle, toutes les émotions psychologiques, elles ont des traductions physiques. Donc en fait c'est pour ça qu'il n'y a pas de psychologie, mais en même temps, tout est très psychologique. Simplement, ça ne passe pas par une écriture psychologique. Ça passe par une espèce de captation du phénomène, enfin, des manifestations, des corps, des gestes, des regards. Je fais ça, il se déplace, il bouge, là. Et tout ça, c'est cette description-là, cette saisie-là, elle permet de comprendre les intentions et ce qui anime les êtres. Et en fait, c'est ma façon aussi de parler de la psyché, enfin voilà, de ce qui se passe dans les âmes, enfin dans les cœurs, dans les têtes. Alors justement, comme vous gommez la question du langage, puisqu'il n'y a pas de langue commune, leur relation arrive à un point dans vos livres, à une sorte d'acmé, je dirais pas une épiphanie, mais enfin quelque chose qui a trait, alors est-ce que ça a trait, c'est des moments de communion, est-ce que ça a trait à du religieux, à du spirituel, à de l'amour? Comment vous qualifiez la complicité qui les unit à un moment donné? Alors moi je me suis demandé, en fait, je me suis demandé c'est quoi cette rencontre, parce qu'effectivement j'ai du mal moi-même à la qualifier, au sens où je pense qu'il y a d'abord un geste de solidarité humaine, c'est-à-dire qu'elle l'aide, elle le prend dans son wagon pour le cacher. Il va y avoir une traque dans le train, elle le prend. Donc, mais tout ça, évidemment, donc, sans se parler, donc, elle l'emmène. Donc il y a d'abord un espèce de geste, on se reconnaît, on est tous les deux animés par la même urgence. Je te reconnais, je t'emmène avec moi, je te prends avec moi. Cette complicité-là, elle va avoir des moments de faiblesse, des moments où elle va être quand même assez agacée de cohabiter de temps en temps avec ce garçon voilà, qui d'abord au départ un peu insoluble dans son wagon, dans sa vie, etc. Et puis après, en fait, il y a une espèce de porosité qui s'installe dans cette espèce de compartiment, c'est-à-dire d'abord le fait qu'ils cohabitent, c'est quoi, voilà, c'est quoi voyager auprès de quelqu'un, il y a quand même les corps qui infusent quelque chose. Alors il y a je pense une dimension assez érotique, il y a quelque chose de fraternel, il y a quelque chose de solidaire, et c'est peut-être aussi l'essence d'une rencontre, enfin, c'est-à-dire le fait qu'on n'est jamais à expliquer. J'ai l'impression que c'est peut-être ça concentre cette relation, elle est un peu le creuset de ce que serait une rencontre humaine qui décroche d'un cycle de violence, c'est-à-dire c'est un espèce de trouée où quelqu'un dit à l'autre viens je t'aide, et en fait ils vont s'aider. Pour moi je me suis dit est-ce que c'est pas ça vraiment ce choc? C'est un choc, et en même temps ce qui infuse entre eux, pour moi, c'est réellement peut-être une des versions possibles de la quintessence de la rencontre entre deux êtres humain. L'existence est intense dans l'action de la fuite de ces deux êtres,
Mais qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une transformation pour de bon à la fin de ce train? Et je pense qu'ils se déplacent tous les deux. D'abord parce que ils sont tellement différents. Alors c'est vrai que tout bouge, hein. On bouge, donc il y avait aussi l'idée que plus on avance vers le Pacifique, qui est quand même l'océan bien nommé, plus on avance vers la mer, plus on avance vers cette espèce d'image de lumière, de liberté, et plus eux, ils vont se déplacer. Même si c'est à 60 km/h qu'avance le train, il y a un espèce de déplacement qui se produit entre eux. C'est-à-dire que c'est une espèce de... En fait, ça s'appelle l'empathie. C'est-à-dire que lui, il va quand même regarder, il va regarder cette femme. Elle va le regarder. C'est quand même une fille française qui vient... on peut imaginer qu'elle vient de Paris. Elle ne connaît pas très bien la Russie. Elle a suivi un homme. Enfin, et là, il y a quand même ce garçon russe qui a peur de la Dédovchina, qui a peur du bizutage, qui a un bizutage très très violent, notamment des deuxièmes années sur les premières années. Donc maintenant ça s'est réformé, mais il y a encore 2 ans ça fonctionnait comme ça. Il y a eu des martyrs, donc lui il est terrorisé, et en fait finalement lui qui est toujours au bord de sa violence et de sa peur, j'ai l'impression que plus le train avance, plus ça se pacifie, et elle, plus le train avance, elle aussi, ses peurs s'effondrent en fait. Il y a quand même 2 mains c'est vraiment 2 mains qui se tendent l'une vers l'autre dans une espèce de nuit, voilà, qui est peut-être charnelle et sensuelle, organique, mais qui est surtout aussi une nuit qui est raccordée à un monde assez violent qui les entoure. Maëlys de Caroulet, merci infiniment.